Euh, Absolument. je vais déjà saluer tout le monde, remercier évidemment donc Jean-Pierre Sautrel qui est avec nous ce matin, que vous voyez dans une des petites lucarnes et qui est l'ex-dirigeant d'OPS, voilà, qui vous salue. Je vais lui laisser la main tout à l'heure, il se présentera, mais en gros, il nous fera part de son retour d'expérience en tant que cédant. Et lui a été confronté effectivement à plusieurs types de repreneurs. Donc, merci Jean-Pierre d'être là pour ton retour d'expérience. Tu vas enrichir ce webinaire. Je remercie évidemment mon voisin de gauche, donc Michel Bourcieux, qui représente le CRA avec qui la CCI organise ce webinaire et qui est un acteur majeur de la transmission. On a la chance d'avoir d'énormes synergies sur ce marché de la transmission entre acteurs, on s'entend bien. Et je pense qu'on contribue modestement à la fluidification de ce marché. Donc, merci Michel d'être là. Merci au CRA en général. Et c'est chouette de faire des choses ensemble. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des éléments de compréhension de où sont les repreneurs et comment les appréhender, quelles sont leurs caractéristiques majeures, sachant que selon si je suis un cédant commerce ou un cédant industriel, les contextes et les structures de marché sont complètement différentes. Donc, on essaiera d'être assez exhaustif dans nos explications. Euh, voilà, ça devait durer 45 minutes. J'imagine qu'il y aura quelques questions, enfin, je l'espère. Euh, Juste un mot avant de laisser la parole à Michel et à Jean-Pierre. Pour parler un peu du contexte, évidemment, je ne peux pas ne pas parler du Covid. 2020 a été marqué par cette épidémie. La transmission d'entreprise en a un peu souffert. On a eu en gros moins 20% de transactions en moins, donc c'est pas neutre, mais c'est pas non plus un effondrement total. Nous, on a eu des personnes qui ont signé en mois de mars, avril, mai, juin. Donc, gros tassement quand même du marché de la transmission. Pas mal de reports chez les cédants qui se disent bah, il faut que je mette de l'ordre dans mes affaires avant de transmettre ma boîte. Donc quelques reports évidemment de projets, mais aussi des gens qui vendent et un vrai dynamisme quand même. Sachant que sur 2021, on a encore beaucoup de projets de cession et de reprise aussi. Donc voilà, on peut dire que le marché globalement, il n'est pas complètement atome. Moi, je trouve qu'il reste quand même relativement dynamique. Euh, voilà, je vais laisser la parole peut-être à Jean-Pierre 2 secondes juste pour se présenter. Et puis je laisserai aussi Michel se présenter juste derrière moi, évidemment. Voilà, Jean-Pierre, si tu veux juste te présenter en 2 secondes, ton micro, hop. Attends, je pense que le son va bientôt arriver. Jean- Je l'aurai. C'est tout bon. Là, c'est bon. Oui, bonjour, Jean-Pierre Sautrel. J'ai 64 ans, donc, et j'étais dirigeant d'une société familiale d'une quinzaine de personnes dans le domaine de l'injection plastique, donc dans l'industrie et dans la sous-traitance. Voilà, donc j'ai cédé ma société fin 2017. Et voilà, et depuis, je suis sans particulière. J'ai attaqué une troisième vie. Voilà, donc je vous en dirai plus au fil des slides de tout à l'heure. Très bien, merci, merci Jean-Pierre. Je vais laisser la parole donc à Michel, sachant que je vous invite aussi à passer au slide numéro 2 sur le marché de la transmission en France et en Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Michel Bourcieux. Je suis délégué du CRA sur la délégation du département de l'Isère depuis maintenant plus de 10 ans. Et nous sommes deux délégués. Mon ami et collègue Bruno Chanson, qui s'occupe de toute l'activité de cette transmission et du CRA en Nord-Isère. Et pour ma part, moi, je m'occupe plutôt du sud du département. Nous, effectivement, nous avons une activité et un réseau assez dynamique en la matière. Nous sommes très proches d'Olivier, des CCI, pour échanger, proches aussi, vous le verrez, dans la présentation des syndicats professionnels, proches aussi d'un certain nombre d'intervenants sur ce marché de la transmission. Et voilà, et nous essayons d'apporter des réponses maximum auprès des cédants et auprès des repreneurs pour essayer de les accompagner dans ces différentes opérations. Donc maintenant, je pense qu'on va commencer à présenter
à faire défiler cette présentation. Olivier nous a mis en slide le numéro 2. Alors, c'est à vous de changer vous-même votre pagination en cliquant sur la gauche. Vous verrez, quand vous faites bouger la souris, vous pouvez changer de page. Donc là, on est en page 2. Donc, le marché de la transmission en France et en Rhône-Alpes, c'est un marché qui est à la fois actif, fluide, et quelquefois, de la part d'un certain nombre d'intervenants, un petit peu caché. En toujours est-il que, grosso modo, si vous voulez, sur des entreprises, on va s'intéresser pour des entreprises qui vont de 1 à 250 salariés, c'est-à-dire des entreprises qui ont vraiment un minimum de salariés, voire quelquefois des salariés de manière beaucoup plus soutenue. C'est le nombre d'entreprises qui interviennent dans cette définition-là, c'est de l'ordre, on approche les 670 000 entreprises en France. Et si bien sûr on prend un turnover qui peut se situer entre 15, 20 et 25 ans, on arrive à grosso modo 45 000 entreprises qui vont changer de main par chaque année. Alors en fait, changer de main, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des transmissions, mais dans plusieurs axes et plusieurs conditions. La première, il y a des entreprises qui, tout naturellement, sont transmises en famille. Hein, le dirigeant qui va s'arrêter, soit il a des enfants, si ce n'est pas des enfants, il peut avoir des neveux. Voilà, et donc là, ben c'est une transmission dont on n'entend pas parler, qui ne vient pas sur le marché. On s'aperçoit un jour qu'il y a eu une transmission en lisant notamment des bulletins d'annonces légaux obligatoires où il y a un changement de gérant, changement de président. Et là, on s'est aperçu qu'il y a réellement une transmission qui a été faite et c'est reparti pour un certain nombre d'années. Ces transmissions qu'on a qualifiées ici sur ce slide en interne, il y en a grosso modo 25% qui sont vraiment en famille. Mais par contre, il y a aussi quelque chose qu'on a mis en interne. Ça peut être des cadres de l'entreprise parce que le dirigeant n'a pas quelqu'un dans sa famille. Par contre, il peut avoir des collaborateurs, notamment des cadres, avec lesquels il a développé, il travaille depuis un certain nombre d'années, il a développé ses entreprises, son entreprise, ces cadres ont pris une part importante dans le développement de l'entreprise et tout naturellement, il souhaite aussi quelquefois céder à ces gens-là. D'ailleurs, ce sont des transmissions qui marchent bien parce qu'effectivement, il y a une véritable continuité. La deuxième rubrique, on va passer très rapidement, qui représente grosso modo 25%, ce sont des entreprises, et bien, ma foi, qui vont disparaître. Alors, disparaître, ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes, mais ça veut dire que quelquefois, il y en a un certain nombre qui vont être fusionnées, absorbées par une autre entreprise. Ça, c'est plutôt des croissances externes d'entreprises qui se finissent par une absorption et donc qui, en tant que telles, en tant qu'entité, disparaissent. Mais heureusement, c'est pas toutes, elles vont pas disparaître. L'activité va pas forcément disparaître en totalité. Par contre, il y en a quelques-unes qui effectivement vont dans ces 45 000. Il y en a certaines qui ne seront pas transmises, soit parce que moi, je l'ai vu, on n'avait pas trouvé de repreneur et le dirigeant en avait assez, il voulait s'arrêter. Donc, il avait pu quelquefois licencier son personnel, réaliser les actifs, pris le bonus de liquidation. Ça, c'est le schéma le moins favorable. Autant Olivier que nous, on se bat pour que ça soit plutôt la troisième, on puisse intervenir sur le troisième cas, qui est donc une transmission en externe. Et là, ça représente 45% de ces transmissions, de ces 45 000. Ce qui veut dire de l'ordre de 20 000 entreprises, tout ça sur le territoire national et en Rhône-Alpes, puisque alors, sur le territoire national, ça veut dire, là aussi, on va faire comment dire, une décomposition, une segmentation, puisque sur ces 20 000, on va parler pas mal des entreprises de 5 à 250 personnes. Donc là, sur ces 20 000, il y en aurait 7 000 qui vont être transmises. Les autres, les entreprises de moins de 5 personnes, il y en a, c'est une approche un peu différente et on va surtout parler de ces 7 000 entreprises-là. Et sur ces 7 000, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ben vous savez qu'économiquement, c'est grosso modo un bon 10% de l'activité économique sur le territoire national. Et effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a environ 700 entreprises qui sont transmises à peu près chaque année. Merci Michel. Donc ça veut dire qu'on a en gros un territoire relativement dense en PME. Absolument.
Alors, changement de slide. Hop. Alors, sur ce marché de la transmission, toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr que pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait des cédants, et c'est le titre de notre émission, et c'est surtout à vous qu'on s'adresse, mais il faudra que vous trouviez des repreneurs. Ces repreneurs, qui sont-ils? Eh bien, on a essayé là aussi, dans l'Observatoire de la transmission du CRA, d'essayer de définir, ce qui n'est pas forcément toujours bien facile. On est arrivé quand même à définir quelque chose. D'abord que l'âge des repreneurs, l'âge moyen, c'est 45-46 ans, surtout pour les PME. Les PME, vous savez, c'est de 10 à 250 personnes. Les TPE, en dessous de 10, là, les repreneurs, là aussi, on a pu observer que, eh ben, ma foi, c'était peut-être un peu plus simple et qu'on avait des repreneurs qui avaient un âge un peu inférieur, de l'ordre de 41 ans. Bon, ça, tout ça, c'est un ordre de grandeur. Grosso modo, je crois qu'il est à retenir, c'est que l'âge moyen des repreneurs, c'est de l'ordre de 45 ans. Ensuite, ben, c'est essentiellement des hommes. Sur la répartition entre hommes et femmes. On a 7% qui sont des femmes, donc pas beaucoup, mais on s'aperçoit, et nous on le constate actuellement sur notre délégation de l'Isère, il y a une augmentation des potentielles repreneuses, et ça c'est une très belle chose. Ensuite, ces repreneurs, eh bien, quelle formation ont-ils? Ce sont souvent, on va le voir un peu plus après, plus en détail, mais ce sont des gens qui ont suivi des formations supérieures. De l'ordre de 95% ont suivi des formations supérieures. Des formations soit d'école d'ingénieurs, soit d'école de commerce, soit en faculté à des diplômes allant de Bac+3 à Bac+5. Il n'y a que 5% des repreneurs, d'une manière générale, qui sont des autodidactes. Ça veut pas dire, il y en a quelques-uns. Voilà quel est globalement la présentation de nos repreneurs. Merci, Michel. Alors, on va passer aux acteurs de la reprise. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les repreneurs, le marché de la reprise est protéiforme, hein. On a quand même beaucoup d'environnements où se trouve l'information d'un repreneur. Donc, on va dire qu'il faut. Et de cédants. Donc, du coup, les acteurs de la reprise et de la transmission, bah, on vous a fait un listing non exhaustif des endroits où ils pouvaient se trouver. Donc, vous, en tant que cédant, ce qu'on vous engage à faire, c'est de vous rapprocher de tous ces acteurs-là qui s'affichent pour communiquer éventuellement sur votre transmission. Alors, on est bien d'accord, quand on est dans une ETI ou une grosse PME, eh ben, on essaie d'être discret, donc on va peut-être pas mettre un panneau sur sa boîte, hein. On va plutôt aller voir les gens dont on est proche et en qui on a confiance, et notamment son expert comptable, son avocat ou son notaire. Alors évidemment, on vous encourage en tant que cédant à aller voir vos conseils, c'est eux qui vous connaissent le mieux, ils sont légitimes, ils savent ce que c'est qu'une transmission, ils n'ont peut-être pas une expérience folle, mais en tout cas, ils seront de bons conseils. Évidemment, ils peuvent être au courant aussi d'éventuels projets de reprise, donc tout naturellement, on dit à chaque cédant d'aller voir ses conseils, c'est pas révolutionnaire, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et ils peuvent vous mettre en relation avec un repreneur. Il faut savoir que les experts comptables, notamment, ont développé des services dédiés à la transmission et que du coup, ils sont censés parfois avoir vent de projets de reprise. Donc, je vais citer Inplead, je vais citer Inextenso, et Amkeo aussi qui fait des choses. Bref, il y a beaucoup de cabinets comptables aujourd'hui qui ont internalisé de la transmission. Sur le Nord-Isère, il y a DV Expert, enfin bon, il y a pas mal d'acteurs. Tout ça pour dire que voilà, ils peuvent être au courant de certains projets de reprise, tout naturellement. Les consulaires, alors chambre des métiers, chambre de commerce, les chambres de commerce, c'est des réseaux et bah, il y a des infos qui circulent, donc pourquoi pas aller voir sa chambre de commerce. Les chambres des métiers sont très légitimes parce qu'elles ont une vraie proximité avec le terrain, elles ont une vraie connaissance du tissu et du coup, là aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la chambre des métiers, surtout évidemment quand on est une TPE artisanale. Euh, je voulais citer aussi les syndicats professionnels qui sont très actifs sur notre territoire. Je pense à l'UNIAMEM, l'UDIMEC, via Somidimec notamment. Ils ont des conseillers qui sont très proches du terrain, qui connaissent les boîtes, qui connaissent les projets. Donc évidemment, toutes les boîtes industrielles, je vous encourage à aller voir l'UDIMEC qui a une très bonne connaissance du terrain et qui connaissent aussi ce que c'est qu'une transmission d'entreprise. Donc c'est des très bons relais.
Je pense à la FBTP, à l'ISE Plasturgie, on a énormément d'acteurs crédibles, hein, à la CAPEB. Enfin bon, tous ces gens-là peuvent être des très bons relais pour vous flécher des repreneurs potentiels, notamment des personnes morales, évidemment. Donc voilà, les syndicats, et puis les syndicats traditionnels. Sur notre zone, nous, on a le JCOP qui est présent, évidemment. La CPM, la CPME, le MEDEF. Là aussi, il y a des infos intéressantes et des gens qui peuvent être des bons relais d'information. Je vais laisser la main à Michel pour continuer sur les banquiers parce qu'il connaît bien la partie. Mais voilà, tout ça pour la première partie. On vous encourage évidemment à vous rapprocher de tous ces acteurs et tout en garantissant une certaine discrétion. Ils sont capables de vous flécher vers des bonnes, des beaux projets en tout cas. Ceux qui peuvent également intervenir et qui sont bien placés pour avoir de l'information et qui peuvent la traiter de manière suffisamment discrète, parce que c'est quand même leur ADN, c'est les banquiers. Hein, les banquiers, effectivement, vous, les cédants, vous avez travaillé plusieurs dizaines d'années avec vos banquiers, peut-être même d'ailleurs dans plusieurs domaines particuliers, dans votre entreprise avec un chargé d'affaires commercial, et quelquefois pour vous, à titre personnel, sur le plan patrimonial, dans le cadre de la banque privée. En tout cas, dans toutes ces différentes structures des banques, il y a des gens qui, normalement, sont assez bien informés et sont capables de vous recommander et de faire passer de l'information pour pouvoir trouver des repreneurs tout en restant discret sur le marché, parce que c'est quand même dans leur ADN de respecter le secret professionnel. Mais ça, les banquiers, il y a même certaines banques qui sont très bien organisées, qui ont des structures développées, y compris au niveau national. Je pense à un des plus grands groupes nationaux qui intervient sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, qui a un réseau qui s'appelle ERIS, et lequel réseau a beaucoup, beaucoup d'informations et ça peut faciliter une transmission. Donc, n'hésitez pas, les cédants, à pouvoir parler, vous cédants, à pouvoir parler avec vos différents interlocuteurs banquiers. Et quant aux repreneurs, eh bien, qui cherchent, effectivement, il faut aussi qu'ils puissent en parler à leur propre interlocuteur, qui, s'il n'a pas lui-même l'information, pourra les envoyer vers des gens qui ont plus des contacts dans ce sens-là. Il y a aussi, bien sûr, les intermédiaires là, qui en font profession. C'est un peu l'équivalent en transmission d'entreprise, un peu comme les agents sur le plan, les agents immobiliers sur le plan d'activité immobilière. Donc là, il y a des gens tout à fait compétents, il y a des gens qui ont eu de l'expérience et qui ont souvent un réseau, qui ont leurs propres entrées, qui connaissent un certain nombre de cédants, soit à titre personnel, soit par leur réseau personnel, et qui peuvent là aussi avoir des contacts avec d'autres structures d'accompagnement et pouvoir essayer de faire matcher tout cet ensemble entre cédants et repreneurs et accompagner dans le déroulement dans le déroulement de la transmission qui va être relativement long, qui va amener des négociations et quelquefois l'intermédiaire, eh bien, effectivement, va pouvoir jouer un rôle assez efficace dans toute cette partie de la négociation. Alors, juste un mot des intermédiaires, parce qu'ils sont incontournables, notamment sur les boîtes d'une certaine taille, hein. On est bien d'accord, ils ne seront pas là sur des boîtes qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça les intéresse beaucoup moins, sauf des petits cabinets. Mais en gros, les intermédiaires sont quand même présents sur les gros deals, sur les grosses affaires, à plus d'1 million, 2 millions de valorisation. Et puis, ils ont des mandats vendeurs, mais ils ont aussi des mandats acheteurs. Donc, c'est ce que tu veux dire, Michel, dans le sens. Donc, ils peuvent matcher tout ça. Et ils sont assez incontournables, avec évidemment, ça a un coût, mais ils sont assez impliqués. Évidemment, n'hésitez pas à venir vers nous, parce que nous, on les connaît bien et on sait aussi les qualifier, on sait leurs qualités et leurs défauts. Donc, nous, notre job aussi, c'est de savoir quels sont les intermédiaires et les caractériser éventuellement. Ça a un coût aussi, ça coûte un peu d'argent, évidemment. Alors, ça va être peut-être 4-5% du prix de vente, avec des paliers selon le montant, hein. Au-delà d'1 million, au-delà de 2 millions, c'est décroissant. Effectivement, là, il y a une commission. Bon, ceci étant, s'ils permettent de faire l'opération et que l'opération se passe bien, ma foi, c'est pas le prix, c'est toujours par rapport à un service qui est apporté, hein. Ensuite, vous voyez qu'on a marqué, et on peut aussi faire appel, suivre ces transmissions à travers une certaine presse spécialisée. Il y a certains
certains documents et certaines entreprises qui ont développé, notamment, il y a une entreprise nationale qui s'appelle RT, qui a une revue assez importante et qui parle de transmission, qui suit toute l'activité de la transmission, tout le côté légal aussi, et donc ça peut être intéressant à suivre. Et bien sûr, chose très importante, tout ce qui est le web, parce que tout ce qu'on peut retrouver, notamment tous les sites qu'on peut aller consulter et sur lesquels il y a des transmissions qui sont annoncées, même si ça reste discret, c'est quand même, ça peut permettre de faire une première approche. Ça peut être bien sûr le site des CCI qui est Transentreprise, ça peut être FUSAC, ça peut être bien sûr le CRA, ça peut être, voilà, il y a pas mal, il y a aussi CPME. Session PME. Hein, Et puis c'est vrai que pour les petits commerces, voilà. c'est quasiment un outil indispensable. Session PME, c'est absolument, effectivement, pour le commerce. Les fonds de commerce, pour les PME, les industriels, on a peut-être moins besoin d'aller sur le Voilà. web. Alors, effectivement, c'est plus encore pour les commerces. Ceci étant, nous, par exemple, vous voyez que on parle du CRA, on a 750 entreprises à vendre, tous au moins d'un effectif de 5 personnes, voire jusqu'à 50, voire même un peu plus. Mais ces sites, on peut effectivement trouver sur ces sites une réponse à une recherche qu'on peut avoir à trouver. Voilà, hein. Au sein du CRA, on fait aussi des échanges, des annonces. Les cédants peuvent mettre ont un dossier avec une annonce, et les repreneurs qui cherchent peuvent aussi mettre une annonce, et ça peut matcher. Ensuite, bien sûr, le réseau important, et ça, parce que qui respecte à bloc tout ce qui est la confidentialité, qui est important dans cette activité, c'est le bouche à oreille, qui sert beaucoup, le réseau personnel, le réseau de chacun. Ma foi, il faut savoir le dire en restant tout à fait discret, mais on a eu de nombreuses, nous, dans nos que ce soit auprès de nos repreneurs ou nos cédants, des transmissions qui se sont faites comme ça, de bouche à oreille, à l'intérieur d'un réseau personnel. Ça reste en souterrain. Merci beaucoup. Je voulais juste dire un dernier mot sur les franchises, parce que pour les commerçants notamment, hein, c'est un élément important, les franchises notamment. Les maisons mères ont énormément d'informations, ils peuvent avoir des entrées, donc des infos sur des repreneurs, d'autres franchisés qui veulent faire de la croissance externe. Donc, surtout pour les commerces, les franchises peuvent être un très bon média. Effectivement. Voilà. Ok, très bien. Passer sur le 6. Alors, ensuite, Michel. Donc, on va passer sur le 6, qui sont les types de repreneurs. Il y a deux grands types, effectivement, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, on va y reprendre. On a déjà un petit peu parlé avant. Je vous ai donné l'âge moyen. Je vous ai parlé de la formation qu'ils pouvaient avoir. Donc, c'est effectivement des repreneurs qui se préparent et qui peuvent être dans de très bonnes dispositions et être tout à fait aptes à reprendre un certain nombre d'entreprises que les cédants veulent passer. D'ailleurs, on pourra demander à Jean-Pierre qui nous parle justement de sa session, puisque je crois qu'il a lui vendu à une personne physique. Il y a aussi les personnes morales. Les personnes morales, c'est là des entreprises, et là, Olivier viendra plus en détail après, des entreprises qui veulent chercher à faire de la croissance externe. Ça peut être par rapport à un cédant, ça peut être certains de ses clients, ça peut être certains de ses fournisseurs, ça peut être aussi des concurrents qui peuvent être intéressés. Et puis, des choses qui se développent pas mal en ce moment, y compris, alors au départ, c'était des fonds d'investissement. Au départ, il y a quelques années en arrière, moi, quand je suis rentré au CRA, les fonds d'investissement, c'était des structures énormes et qui s'intéressaient qu'à de grosses affaires. Mais depuis, on a énormément de fonds d'investissement beaucoup plus petits, y compris dans la région rurale, des personnes physiques qui se sont regroupées et qui ont créé de petits fonds et qui, ma foi, investissent. Donc voilà, d'une manière générale, repreneur personne physique et repreneur personne morale. Maintenant, les personnes physiques. Le repreneur personne physique, ben voilà, on voudrait c'est intéressant pour que les cédants sachent un petit peu comment se définissent ces personnes physiques. Deux grands axes. D'abord, le profil du repreneur et ensuite sa préparation. Le profil, la plupart des repreneurs, nous avons au CRA 1400 repreneurs sur le territoire national. Pour la plupart sont des cadres de PMI, des cadres de PME, des cadres de grands groupes
je vous l'ai dit tout à l'heure, l'âge moyen de l'ordre de 45 ans, qui sont des gens qui ont emmagasiné, acquis une expérience dans leur parcours professionnel antérieur et qui maintenant ont envie de passer le pas, ont envie de devenir entrepreneurs eux-mêmes, d'avoir leur propre entreprise, et donc voilà, ils passent le pas. Voilà quels sont ces types de personnes. Ensuite, quelles sont les fonctions qu'ils ont pu tenir. Ma foi, d'abord, il y en a certains qui en ont tenu plusieurs, donc un peu plus d'expérience, mais il y a eu souvent des gens qui ont pu être des responsables sur le plan commercial, d'autres sur le plan technique, des ingénieurs beaucoup plus sur le plan technique. D'autres, par contre, on a actuellement, nous, là, on traite actuellement avec certains repreneurs, dont certains sont passés par la case directeur administratif et financier, des DAF, et qui finalement ont même atterri à pouvoir directeur général de sociétés, mais salariés, et maintenant, ils voudraient être mandataire social, président de leur propre société, donc ils investissent. De la même manière, il peut y avoir aussi des gens qui ont fait des parcours en DRH, mais de toute façon, et souvent, on peut avoir des repreneurs qui ont fait plusieurs parcours de ce type-là, et ma foi, ils ont emmagasiné une expérience complémentaire, supérieure, qui les mettent dans de bonnes dispositions et pour pouvoir reprendre une entreprise. Ensuite, bien sûr, pour reprendre une entreprise, il faut, et ça, bien sûr qu'il faut que les cédants veillent à ça, parce que ce n'est pas la peine de négocier, de passer des semaines et des mois de négociation. Il faut effectivement avoir un apport, il faut avoir un peu d'argent. Il n'y a pas de banquiers qui vont financer une reprise à 100%. Les apports de l'ordre de 20 à 30%, à la louche, hein, mais de l'ordre de 20 à 30% du prix de vente. Donc il faut, mais souvent ces repreneurs, nous ce qu'on a au CRA, souvent ce sont des gens qui ont négocié une rupture conventionnelle avec leur groupe ou leur société et qui donc ont un certain apport. On a eu l'année dernière, puisque nous sur la région département de l'Isère, on a eu 9 projets de reprise, chacun avait des apports significatifs qui leur ont permis de faire une belle reprise. Ça peut être quoi significatif? 200 000? Ah oui, la moyenne, c'est de l'ordre de 200 000. Hein. 300 000? Alors 200 000, 200, 300, sans compter qu'on peut les accompagner, on peut aussi trouver des investisseurs avec eux, une petite partie en capital, une partie plus importante en obligations convertibles, qui fait que ça gonfle les apports et qu'on peut avoir des montants relativement conséquents. Là aussi, il y a tout un travail. Ça, on accompagne, on a une certaine expérience en la matière et on peut les accompagner en la matière et avec de bons résultats. Juste un mot sur le financement. Je voulais juste te dire que si quelqu'un qui a 200 000, il peut aussi avoir des effets leviers importants avec le réseau Entreprendre, avec des fonds d'investissement. Tout à fait. Écoutez, un des plus beaux sujets que j'ai pu avoir et qui a été une vraie satisfaction, j'ai vu une fois un repreneur qui avait à peine 100 000 euros et qui a racheté une société de 1 100 000 euros. Donc, alors bien sûr, il est clair qu'il faut que la société ait une rentabilité suffisante qui permette de payer un crédit relativement conséquent. Mais grâce aux apports extérieurs, mais considérés comme des quasi-apports en fonds propres, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit même des investisseurs privés, qui a été fait sous forme d'obligations convertibles, il a pu réaliser cette opération et on peut dire que c'est une réussite puisqu'aujourd'hui, il est sur le point de terminer l'amortissement de sa dette senior d'acquisition. Ensuite, les personnes physiques, bien sûr, elles doivent être préparées et ça, s'assurer que le cédant doit effectivement essayer de bien voir si son repreneur est bien préparé à la matière. D'abord, est-ce qu'il veut réellement reprendre? On a vu des cas où certains repreneurs ont attaqué une démarche de reprise et finalement ont évolué vers la création. Ensuite, fonction de l'importance, y compris sur le plan technique, y compris sur le plan organisationnel, regardez s'il s'agit de reprendre seul ou peut-être à plusieurs. Si c'est à plusieurs en association, il faut faire attention, ça va prendre un peu de temps, mais pourquoi pas. Ensuite, regardez si ces repreneurs ont une formation en la matière, parce qu'il ne s'agit pas de lancer une négociation et puis qui, au bout de quelques séances de travail, capote, pas parce qu'il y a des incompréhensions de notre part. Là, on insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, quel type de cible?
Et enfin, l'adéquation entre les métiers, les métiers de la cible, les cibles et les compétences. Mais il faut bien savoir aussi que quelquefois, on a eu aussi des belles reprises par des gens qui ont repris une entreprise dont c'était pas pour eux, c'était pas leur métier d'origine, mais qui ont pu reprendre sous certaines conditions. Merci, merci Michel. On va juste donner la main 2 secondes à Jean-Pierre si tu nous entends. Est-ce que Jean-Pierre, Oui, tu as envie de rebondir sur ce qu'on a dit là depuis 5 minutes, sachant qu'on va aborder les personnes morales, mais avant sur les personnes physiques et sur leur crédibilité, leur formation, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, dans mon cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une société, je dirigeais une société familiale de deuxième génération avec une quinzaine de salariés et tout de suite, mon objectif, c'était quand même que cette entreprise perdure. Je souhaitais la pérenniser et je souhaitais que les salariés gardent leur emploi et que le site industriel reste où il était. Donc, par rapport à ça, j'ai rapidement éliminé les repreneurs personnes morales qui, généralement, dans notre branche d'activité, sont des sociétés qui veulent faire de la croissance externe, donc qui récupèrent le chiffre d'affaires, la clientèle, et souvent qui regroupent ensuite les sites de production. Donc, c'est pour ça que je me suis recentré uniquement sur des personnes physiques. Et comment les personnes physiques que tu as rencontrées, elles te paraissaient crédibles, bien formées? Comment tu as trouvé le truc? Alors, elles m'ont paru très, très bien formées et beaucoup mieux formées que moi. Ça, c'est une grosse surprise. C'est une grosse surprise pour un cédant. C'est que le cédant, généralement, il ne s'est pas formé à la transmettre, alors que le repreneur, lui, généralement, a du temps. Il est au chômage, il n'a plus d'emploi, il a fait une rupture conventionnelle. Il est passé par le CRA. Et donc, en face de nous, on a des pros. On a des pros. Faut le savoir. Très intéressant, on y reviendra, on te demandera ton retour d'expérience. Je vais juste parler des personnes morales, parce que quand vous vendez votre boîte en tant que commerçant ou en tant que PME, vous pouvez vendre à une personne physique, mais aussi à une personne morale. Et dans un contexte un petit peu de croissance molle, les personnes morales cherchent cette croissance à travers de la croissance externe. Et donc aujourd'hui, elles sont très très attentives à toute opportunité, ces PME en croissance externe. Donc évidemment qu'on ne peut pas les négliger. Ce sont des acteurs sérieux qui ont des moyens, qui ont le temps. Alors, parfois, effectivement, il y a des points d'attention. On va les voir, Jean-Pierre en a parlé. Mais en gros, une croissance externe, ça permet de gagner des parts de marché et puis de gagner aussi de la compétence dans un contexte où la compétence, elle se fait rare. Et du coup, les croissances externes, bah oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est une tendance lourde. Ça a toujours été, mais aujourd'hui, dans une croissance molle, effectivement, la croissance externe est une vraie solution pour les PME et les groupes. Alors, elles sont assez dynamiques et ce sont des sérieux concurrents pour les personnes physiques parce qu'elles ont forcément une grosse légitimité métier, des synergies, parfois commerciales, et puis elles ont de l'argent, hein. Donc tout ça, ça fait que les PME ou les groupes sont des acteurs crédibles. En 2021, nous, on a constaté pas mal d'agressivité de la part de certaines PME sur certains dossiers de reprise, à partir du moment, effectivement, où il y avait des synergies et un intérêt quelconque, commercial ou industriel. En 2021, ouais, voilà, on pensait que c'est au niveau des points d'attention par rapport aux personnes morales en croissance externe. Jean-Pierre l'a dit, le souci, c'est que parfois, il peut y avoir quelques destructions d'emplois, évidemment, puisqu'il y a une forme de rationalisation qui peut engendrer quand même quelques dégâts et parfois une perte d'ADN, une perte de sens pour les salariés qui sont absorbés et parfois un peu, forcément, en position de faiblesse. Gros point d'attention sur l'ADN de la PME qui vous rachète. Je vais citer juste un exemple, c'est Bigalé. Bigalé, ils ont eu l'intelligence, les sirops Bigalé, de ne pas vendre à un grand groupe. Ils ont vendu leur entreprise centenaire à une autre PME qui avait le même ADN. Et là, pour le coup, ça a marché parce qu'il y avait une proximité d'esprit qui faisait que les synergies ont été évidentes. Et aujourd'hui, je peux dire que Bigalé, ça marche plutôt bien. Alors, je n'ai pas des infos récentes, mais en gros, je trouve que l'exemple est assez parlant. Les grands groupes, ils ont aussi leur défaut, c'est qu'ils sont parfois très lents à la décision. Donc,
une PME du Nord-Isère qui rachète une boîte sur Grenoble. Si le siège est à Boston, aux États-Unis, ça peut mettre 6 mois. Ça peut aller très vite, mais ça peut aussi être très lent. Les circuits de décision, ça peut être politique, et puis ça peut changer au dernier moment. Donc, attention aussi à ça. Dernier point, et Jean-Pierre pourra en parler, c'est l'immobilier. Évidemment, il faut faire être attentif. Une personne morale n'a pas forcément intérêt à garder du multisite. Donc, évidemment, quand on a une SCI, ça peut être un petit peu dangereux. Voilà. Je voulais aussi parler des investisseurs financiers. Je vais aller vite. Les investisseurs financiers, ce sont des fonds. Ils sont très actifs aussi. Moi, j'étais étonné en 2021. Les fonds, c'est pas seulement des fonds de pension américains. Il y a des fonds régionaux, tu l'as dit, Michel. Il y a des fonds qui sont sur des petits tickets. Il y a des fonds qui s'intéressent aux PME. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces fonds. Ils ne sont pas forcément hostiles. Ils sont même parfois très bienveillants. Et ils peuvent même amener du réseau. Il y a des fonds aussi d'industriels, je pense à Capitaine Partner, je pense à Capellia, même RDD de Somidimec ou C2AD du Crédit Agricole, sont des fonds qui ont une bonne image auprès des entrepreneurs. On n'est pas dans le fonds agressif qui veut un TRI à tout prix à court terme. Non, on est sur des fonds qui ont un vrai ADN entrepreneurial ou industriel. Je pense aussi à Capital ou des fonds comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans votre réflexion. Et les fonds peuvent aussi être là en soutien de repreneurs personnes physiques. Il y a des attelages comme ça qui marchent très bien. Voilà, je vais laisser la main hop, à Michel sur qu'est-ce qu'un cédant préparé. Et puis, on interrogera Jean-Pierre sur cet aspect-là qui va tout doucement prendre un petit peu plus la main. Alors, le cédant préparé, effectivement, la préparation d'une transmission d'entreprise, c'est absolument capital parce que une transmission touche tous les domaines de l'entreprise, ce qui veut dire qu'il y aura énormément de problèmes à régler, ou du moins de négociations portant sur chacun des domaines de l'entreprise. Et ça, il faut vraiment le préparer comme toute humaine, car c'est bien préparé, ça a des chances de marcher. Quand c'est pas bien préparé, il y a un certain problème. Par contre, là, sur le site, il manque ce sur quoi Jean-Pierre avait insisté, il a tout à fait raison. Il s'agit pour un cédant aussi, avant de préparer son entreprise, parce qu'il va passer la main, et pour lui, ça va être un changement, ça va être une nouvelle vie, un changement radical, et là, il faut se préparer. Car si le cédant, mais vous savez, là aussi au CRA, on connaît ça, puisque les 240 délégués du CRA sont tous des retraités bénévoles. On a connu ce passage d'une vie active à une vie de retraité. Ce qui ne veut pas dire que la vie ne s'arrête pas. C'est une quatrième étape qui peut être fort sympathique. Mais en tout cas, c'est une préparation parce que si ce n'est pas bien préparé, le cédant, j'ai vu des cas comme ça, où le cédant peut s'inquiéter sur ce qu'il va faire après. Et s'il n'a pas préparé, au dernier moment, il peut reporter, voire annuler sa transmission. Tout ça, c'est du perdant-perdant. Perdant pour lui, perdant pour l'entreprise, perdant pour le repreneur. Il y a vraiment une préparation personnelle à une nouvelle vie privée ou professionnelle, mais qui est vraiment sur laquelle je me permets d'insister pour les cédants. Ensuite, lorsqu'il va passer la main, eh bien, ma foi, à qui il peut y avoir réfléchi. Alors, on l'a vu, on a parlé tout à l'heure de la transmission à la famille. On a parlé aussi tout à l'heure de la transmission au personnel. Olivier vient de parler longuement à une reprise par des personnes morales, et j'avais parlé avant de personnes physiques. Donc là, voilà, ça se prépare aussi, mais on a déjà pas mal évoqué le sujet. Ensuite, ce délai de préparation, c'est long. Vous savez, les belles transmissions, et celles qui se passent vraiment très très bien, moi, ce qu'on a pu constater, c'est celle où un cédant, eh bien, ma foi, sereinement, tranquillement, commence à réfléchir à ce problème 2 à 3 ans avant de l'échéance qui devrait être arrivée et qui est souvent l'âge de la retraite. D'ailleurs, peut-être que Jean-Pierre pourra nous dire un mot tout à l'heure là-dessus. Ensuite, et une fois que ce délai de préparation, plus il est pris en amont, plus on a le temps de travailler sur le diagnostic de l'entreprise et peut-être travailler certains problèmes. Vous savez, on est pris dans l'activité tous les jours, on a le nez collé dans le guidon avec les problèmes et il faut prendre un peu de recul de temps en temps
pour dire, est-ce que là, sur le problème de ressources humaines, est-ce que là, sur le problème de gestion administrative, est-ce que là, sur le problème de production, est-ce que je suis optimisé ou pas? Et peut-être qu'il y a certains choix et certaines décisions à prendre pour valoriser encore un peu plus son entreprise. De même, donc tout ça, c'est aussi effectivement toiletté. Hein, c'est vrai que ce soit dans les actifs, que ce soit dans les stocks, quelquefois, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne s'est pas penché en détail et il faut profiter de cette période pour effectivement nettoyer tout ça. Et tout ça, bien sûr, prendre du recul, travailler tout ça, mais sans briser l'élan vital, sans briser l'exploitation de l'entreprise, parce qu'il faut qu'elle continue et qu'elle continue fort. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre, sur ces préparations, je ne sais pas si tu peux nous donner un exemple. Comment tu l'as vécu? Comment tu as fait, toi, cette préparation? Moi, je dirais que avec l'expérience que j'ai eue, je pense que le cédant préparé, il se définirait en 3 points. Déjà, il y a le plan psychologique, et tu en as parlé. Est-ce que le cédant, il est vraiment décidé à céder et à tourner la page de dirigeant, abandonner son poste de dirigeant? Je me rappelle de quelques réunions avec Olivier, première fois que je l'ai rencontré, où j'ai vraiment ressenti qu'il me titillait là-dessus, et voilà, et qui testait un peu ma crédibilité de cédant. Et je le remercie d'ailleurs parce que ça fait réfléchir. Donc il faut vraiment que le cédant soit prêt à tourner la page et à réécrire une nouvelle page de sa vie professionnelle, comme tu disais Michel, ou personnelle. Faut pas avoir peur, et une fois que la décision est prise de céder, faut y aller, je pense. Il faut pas revenir en arrière, il faut pas hésiter pour le cédant. Donc ça, c'était le premier point, je vais dire, psychologique sur le plan personnel du cédant. Après, oui. Après, le cédant préparé, c'est vraiment quelqu'un qui s'est informé. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à des réunions d'information de la CCI, d'organismes professionnels. Et puis, on va à 2-3 réunions comme ça, et l'idée mûrit, et on commence à comprendre comment est structuré tout ce monde de la session. Donc, n'hésitez pas à aller dans des salons. Il existe aussi des salons de la transmission d'entreprise, je crois. Maintenant, ils doivent plus être en présentiel, mais c'est intéressant. Une chose aussi au niveau de la préparation, je pense qu'il existe, j'avais cru comprendre qu'il existait des fichiers sur l'âge des dirigeants de société, ce qui fait que quand j'ai approché de la soixantaine, j'ai commencé à recevoir des dossiers de cabinet, des courriers, pardon, de cabinet. J'étais pas du tout dans une démarche de cession, j'étais à fond, le nez dans le guidon, à essayer de gérer ma société. Et puis je commençais à recevoir des courriers. Votre entreprise m'intéresse, nous avons des acheteurs, etc. Donc là, on reparle effectivement des cabinets de recrutement, et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais dans le fond, pourquoi je reçois ça? Et je me suis dit, bah oui, peut-être qu'il faudrait y penser, quoi. Donc voilà, c'est une petite anecdote que je peux citer là-dessus. Après, et sur les conseils de la CCI, je pense qu'un cédant préparé, c'est vraiment quelqu'un qui s'entoure, qui crée sa petite équipe de session, qui a choisi s'il voulait travailler avec son comptable, s'il voulait travailler avec un avocat, qui rencontre plusieurs avocats, plusieurs notaires, conseillers juridiques, et puis qui en choisit un ou deux avec qui il se sent bien, il est en confiance, et à qui il confiera les négociations, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un intermédiaire qui négocie. Moi, dans mon cas, ça s'est passé entre avocat du cédant, avocat du repreneur. Une grosse partie des négociations finales. Ce qui fait que ça m'a quand même soulagé beaucoup de tout un tas de détails techniques et juridiques. Voilà, les 3 points. Oui. Tu maîtrises pas forcément aussi bien qu'un avocat d'affaires, éventuellement, et tu sous-traitais, entre guillemets, toutes les questions un petit peu trop techniques, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, la rédaction de LOI, les lettres d'intention, etc. Ça, c'est assez technique, et donc commencer à mettre en place des
des GAP, des garanties d'actifs passifs. Ça, c'est pas mon job, je n'y connais absolument rien. Moi, j'avais une formation d'ingénieur technique et donc je savais gérer du technique et du commercial, mais pas tout ce qui est juridique. Voilà ce que je peux en Et dire. comment tu as choisi ton repreneur? Comment tu l'as trouvé et comment tu l'as choisi? Pourquoi tu l'as choisi? Ah, c'est une question sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Comment je l'ai choisi? Ben, je m'étais fixé quelques critères. Euh, alors, déjà au niveau de l'âge, moi j'ai eu des repreneurs, des âges de repreneurs alors personnes physiques qui allaient de 30 ans à 60 ans à peu près. Donc c'est assez particulier quand on a 60 ans et qu'on a des repreneurs potentiels qui viennent, qui ont 60 ans aussi. Donc on se dit, tiens, quelle aventure il recherche et jusqu'où il va mener la société et quelles sont ses motivations. Alors d'une façon générale, voilà, quelles sont les motivations du repreneur? Je trouve que c'est vraiment important. J'ai eu des cas de repreneurs physiques avec des motivations qui m'ont paru quand même très futiles, c'est-à-dire des salariés qui travaillaient dans des groupes et qui habitaient dans la région lyonnaise, mais qui travaillaient à 1 heure et demie de chez eux et qui, approchant de la soixantaine, voulaient simplement se rapprocher de leur lieu d'habitation. Donc, ça me paraissait quand même une motivation assez légère. Après, j'ai eu des profils de jeunes d'une trentaine d'années qui avaient, alors ça c'est assez original, qui avaient travaillé à l'étranger, en Asie, en Chine, qui c'était une expérience et qui cherchaient au bout de quelques temps à rentrer dans leur pays et à valoriser l'expérience qu'ils avaient eue en Asie en reprenant une société. Donc là aussi, je pense que ayant fait leurs premières armes en Asie, pour moi, de mon avis, ça aurait été difficile pour eux de s'implanter, de se remettre dans un tissu industriel français qui n'a rien à voir. Enfin, les problématiques sont différentes. Donc j'ai trié un petit peu comme ça les profils. Après, il y a la formation, effectivement. Alors la formation, c'est vrai que là, moi j'ai cédé à quelqu'un qui avait un peu le même type de formation que moi, une formation d'ingénieur, qui avait dirigé une unité de production dans un gros groupe industriel. Donc c'est pas un copier-coller de ma formation que j'avais, mais presque. Alors c'est vrai qu'on se sent plus en adéquation avec quelqu'un qui a un peu le même profil que toi. C'est peut-être plus facile, effectivement. On est plus attiré par ce genre de repreneurs. Bien que j'ai eu l'occasion, et je pense qu'Olivier connaît, de repreneurs qui avaient des profils très, très différents, des expériences très, très différentes par rapport à la société qu'ils reprenaient et où on aurait pu croire qu'ils allaient aller dans le mur, qu'il allait aller dans le mur. Et ça a été des réussites terribles, voilà, de gens qui étaient cadres commerciaux dans des gros groupes. Par exemple d'agroalimentaire, et qui ont repris des sociétés industrielles dans le domaine qui fabriquent des produits propres agricoles. Et voilà. Mais par contre, c'était des très bons commerciaux qui avaient l'habitude de l'export et qui ont vraiment boosté la société qu'ils ont repris. Donc, il ne faut peut-être pas fermer la porte à des profils un peu originaux, qui paraissent au départ un peu originaux. Donc voilà, après, bah oui, le choix du repreneur, c'est aussi par rapport à son apport, comment est son dossier, pareil, son dossier financier également, c'est important. Quel est son apport? Voilà un petit peu comment j'ai choisi mon repreneur. Merci Jean-Pierre. Est-ce que tu as d'autres questions, peut-être Michel? Il faut qu'on avance un petit peu. Hop là. Donc les principales questions que se pose le cédant. Euh, Attends, hop, moi je recule. Comment veux-tu que je m'en sorte? Je suis où là? 11. Voilà. Effectivement, on arrive vers la fin de ce webinaire. Je voulais juste poser une dernière question sur la confidentialité à Jean-Pierre. C'est pas un truc facile à faire. Et comment toi, tu t'es arrangé avec cette histoire-là de confidentialité? Parce que j'imagine que tu peux pas en parler à tes salariés, pas forcément à tes cadres. Et quel a été ton timing par rapport à cette histoire-là pour
entre guillemets, sortir du bois, quoi. Tu peux nous dire? Ouais, alors moi ça s'est fait un peu bizarrement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, je pense que pour un cédant, il faut qu'il le sache. Moi, je l'ai appris un peu au fil de la session, c'est qu'il y a quand même une obligation d'informer ses salariés. Je crois que même Michel pourra nous en dire plus. 2 mois avant, alors avant la signature de quoi, Michel? Ouais, officiellement, c'est 2 mois avant le closing. Mais en réalité, ça veut dire que quand on a signé le protocole, eh ben, on rentre, ces 2 mois vont vite arriver. Là, il faut faire une information à ce moment-là, je pense. Ouais, ouais, voilà. Au moment de la signature du protocole, il faut faire une information aux salariés pour pas risquer de se mettre hors jeu dans Mhm. l'illégalité. Ouais. Alors déjà, avant d'en avoir informé les salariés, moi, comment ça s'est passé? Euh, Quand vous commencez à avoir des contacts avec des repreneurs, les repreneurs, ils veulent voir le site, ils veulent visiter l'entreprise. Donc, moi, c'était une entreprise qui travaillait en 3/8, à 24 heures sur 24. Donc, bah, il y a des visites qui se sont passées dans la journée quand l'entreprise était en fonctionnement. Et les salariés ont vu défiler comme ça des visiteurs, une fois, 2 fois, 3 fois. Je pense qu'il y a eu quelques fuites aussi au niveau de l'encadrement. Enfin, mon principal collaborateur, je pense, devait se douter de quelque chose. Et donc les salariés ont commencé à comprendre que, ou même par rapport à mon attitude, hein, que j'envisageais quelque chose. Après, mais ils m'en parlaient pas. Après, effectivement, j'ai fait un courrier nominatif à chaque salarié, l'informant que j'envisageais de vendre l'entreprise et lui proposant, puisque ça c'est une obligation aussi, éventuellement de la possibilité de racheter la société. Donc, dans ce courrier, c'est un courrier avec un coupon réponse où le salarié devait me dire s'il était intéressé ou pas pour le rachat de la société. Donc voilà, à partir du moment où j'ai donné en main propre ce courrier aux salariés, bah, les questions des salariés sont un peu sorties, leurs angoisses sont apparues. Et bon, quand on en a discuté après, c'est vrai que ça les a rassurés. J'aurais dit qu'effectivement, j'avais décidé de céder à un repreneur physique et que j'allais tout faire pour que le site reste en place. Je ne céderai pas à une société qui délocaliserait le site. Donc ça les a rassurés. Après, tout s'est bien passé. Voilà. Jusqu'à la signature de la session, où là, j'ai présenté le repreneur définitif. Ok, merci beaucoup. Michel, un petit mot, une petite question ou pour conclure peut-être ce webinaire Eh ben, pour conclure, je pense, sur les options. Jean-Pierre vient bien de nous l'expliquer, il y a la difficulté d'une transmission d'entreprise, c'est que ça touche tous les domaines de la société. Il y a énormément de problèmes ou de questions à régler, à négocier, à régler. Et donc là, il faut vraiment aller au fond des choses parce que sinon, on peut se trouver au dernier moment avec certaines incompréhensions et qui peuvent faire capoter l'opération. Donc la préparation, elle me paraît éminemment importante. Ensuite, comme l'a expliqué Jean-Pierre, il faut aussi faire attention que les salariés ne soient pas dans des conditions qui les démotivent complètement. Et moi, j'apprécie ce que tu as dit, Jean-Pierre, que tu faisais tout pour que l'entreprise, eh ben, à la fois et tous ses salariés continuent leur vie d'entreprise et continuent à se développer. Ça me paraît excessivement important parce que la société a été créée. Là, c'était même, je crois, par tes parents. Toi, tu as continué. Oui. Il faut qu'elle continue. Hein. On parlait ce matin avec Olivier d'une transmission où on est à la 4e génération. Et bien là, voilà, ça c'est important. On peut se dire que le créateur, il est plus là, bien sûr, pour le voir, mais au moins, ça a été du bon boulot. Hein, et on continue. Et tout ça pour le bien de la communauté locale ici ou de la communauté qui va du patron à tous les employés. Bon, bah super, Alors, super. pour Toi, Jean-Pierre, un petit Olivier, mot? pour en revenir à la confidentialité, c'est vrai qu'à partir du moment où on informe officiellement les salariés qu'on a un projet de cession,
on peut se demander ce que devient la confidentialité, parce que X salariés qui ont X conjoints, etc., et qui vont discuter à l'extérieur de l'entreprise et qui vont diffuser l'info, là, je pense que la confidentialité, il n'y en a plus beaucoup, à mon avis. Jean-Pierre, une Mais question justement sur la confidentialité là, de Philippe. Euh, Est-ce que c'est pas gênant et préjudiciable que les salariés apprennent par la bande, par l'extérieur, que c'est à vendre? Est-ce qu'il vaut pas mieux gérer son propre timing? ah oui, c'est certain. Hein. C'est certain, mais il faut arriver à doser le moment. Je pense que moi, je l'ai fait quand j'ai informé les salariés. Le repreneur a été choisi. On avait quand même bien avancé dans les négociations. Je ne sais même pas si on n'avait pas déjà signé une LOI. Enfin, c'était déjà Voilà. pratiquement conclu. Oui, oui, voire même le protocole, quoi, vraiment, où la négociation est très avancée. Il Oui, faut voilà, c'est très important. dans ce cas-là, ça reste très discret sur les négociations, oui. Ouais, ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que bah, c'est un enjeu fort. C'est quelque chose, vous laissez donc que vous allez faire qu'une fois dans votre vie, peut-être deux ou trois, mais souvent qu'une fois. Donc, obligation d'aller voir au moins un acteur extérieur, vos conseils, expert comptable, avocat ou notaire. N'hésitez pas à prendre des avis extérieurs. Moi, je vous engage vraiment à aller voir le CRA. Ils font des formations, des journées de formation qui sont intéressantes, vraiment. Il faut vous dégager un peu de temps. Donc, le CRA, ils ont Ouais. aussi une plateforme Internet qui est assez efficace et des gens comme Michel qui vont vous guider. Effectivement, il faut vraiment prendre du recul, se préparer et surtout ne pas rester tout seul. Alors, vous avez vos conseils, mais aussi, il y a des gens qui peuvent vous aider. On essaye de le faire au CRA et en tout cas, on peut le faire d'une manière la plus discrète possible. On est très sensibilisé à ça, à la discrétion. Et dernier mot, il faut quand même que je parle un petit peu de la CCI et de ses services. Nous, on a accompagné des gens comme Jean-Pierre. On accompagne aussi des repreneurs, comme Anthony Ravier, qui est aujourd'hui à la tête d'OPS. Hein. Donc, c'est génial quand on est des deux côtés. On ne peut pas rentrer dans la négo. Par contre, on a une grosse valeur ajoutée pour accompagner les cédants en amont sur la valo et sur la recherche de repreneurs, personne morale, personne physique ou fonds. Donc, n'hésitez pas, à la CCI, on sait faire ce genre de choses de transmission. On a aussi, comme le CRA, un petit peu d'expérience et une offre qui est dédiée. Donc voilà, vous avez nos coordonnées de toute façon, Michel, à moi. Je voulais laisser le dernier mot à Jean-Pierre pour conclure ce webinaire. Vous remercier à tous d'être venus. Remercier mille fois Fred Box qui s'est déchiré pour ce webinaire. Stéphanie Pérou aussi qui m'a beaucoup aidé. Évidemment, Bruno, Michel et le CRA en général. Donc merci à tous. C'était super de vous avoir pour ce webinaire. Je te laisse le dernier mot, Jean-Pierre, pour conclure tout ça. Dernier conseil que je pourrais donner, je pense que pour le cédant, il ne faut pas hésiter à anticiper la session. Moi, je m'étais donné 5 ans pour le faire. Bon, ça s'est fait un peu plus vite et c'est tant mieux, ça s'est fait en 3 ans à peu près. Mais il faut vraiment anticiper, même si on n'a pas encore acquis ses droits à retraite. C'est pas grave, on trouve des solutions. Vous nous en avez, enfin les conseils nous en proposent. Il ne faut pas attendre d'avoir 64, 65 ans pour commencer à engager la session. Et donc, et après, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la valorisation de la société. Je pense que là, il faut vraiment, et ça doit être des points de blocage réguliers, fréquents, trouver la juste valorisation de la société de façon à ce que ça évite des blocages et des transactions qui durent pendant 5 ans, 10 ans. Voilà. Donc, anticiper et bien s'entourer. Voilà. Super, merci beaucoup pour ceux qui ont besoin de coordonnées. Mes coordonnées, moi, c'est Olivier Loridon. Vous googlez ça, vous trouvez mon nom, Olivier Loridon à la CCI. Et puis Michel, pour le CRA, il y a un site internet. Voilà, le CRA, vous pouvez aller sur le site CRA, Voilà. simplement sur CRA, sur la délégation de Grenoble du département de l'Isère. Vous trouverez pour le Nord-Isère les coordonnées de mon ami Bruno Janson, qui nous a aidés et qui a beaucoup travaillé sur cette présentation-là aussi. Et puis vous trouverez mes coordonnées pour le Sud-Isère. Merci beaucoup, merci à tous et peut-être à bientôt, sans doute. À bientôt. Au revoir. Au plaisir. Merci, bonne continuation. Au Merci revoir à Jean-Pierre. tous. Merci Jean. Oui, de rien, merci.